Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Comme il sera désormais fait chaque mercredi de la semaine à la Chambre basse du Parlement, la plénière du mercredi 13 novembre 2024 a été consacrée aux travaux de contrôle parlementaire à travers le traitement de cette question orale avec débat adressée à 3 membres du gouvernement, dont 3 au vice-premier ministre, ministre du Plan et coordination de l'aide au développement, Hélène Yambo Mbouizia, 3 autres au ministre d'État, ministre des Infrastructures et de Travaux publics, Alexis Gisaro Mouvouni, et une dernière au ministre de Mines, Kizito Pakapomba. Avant d'entamer le débat, le speaker de la Chambre basse du Parlement a précisé que le contrôle parlementaire n'a pas pour objectif de déchoir un ministre, mais plutôt de l'inviter à éclairer la lanterne publique sur une question donnée de la gestion faite par son ministère. Je voudrais, avant d'entrer en matière, préciser que cet exercice, contrairement à la rumeur, aux réseaux sociaux, aux coups de fil reçus à gauche à droite, ne vise à faire partir aucun membre du gouvernement. C'est un contrôle parlementaire fixé à l'article 188 de notre règlement intérieur. Cet exercice, au contraire, va permettre non seulement aux députés qui ont posé des questions d'être éclairés, mais aussi aux autres membres de l'Assemblée nationale d'être pleinement informés des soucis soulevés par les députés nationaux. Face à la représentation nationale, le ministre du Plan et coordination de l'aide au développement, Hélène Yambo, venu répondre aux 3 questions orales avec débat, lui adressées par le député national Patrick Omunyomo, Andoulou Nzongo Vincent et Freddy Bondekele Iliki au sujet du taux d'exécution financière et physique du projet de développement de 145 territoires dans les zones victimes de conflits armés, cas du Massissi et dans les provinces de la Mongala et du Maïndombe. Je tiens d'abord à féliciter le président de l'Assemblée, le nôtre, avec son bureau bien sûr, pour avoir programmé nos questions orales avec débat sans complaisance. Quels sont les critères de sélection des agences d'exécution AEL en sigle? Pouvez-vous présenter les tableaux synthèse de décaissement du PDL 145 territoires selon les prévisions? Quid de l'exécution du PDL 145 territoires dans les zones victimes de conflits armés, à l'exemple des territoires de Massissi et Rutshuru? Pouvez-vous indiquer à la représentation nationale les taux d'exécution du programme de développement de 145 territoires par province et par territoire? Subsidiairement, pouvez-vous expliquer à la représentation nationale les mécanismes de mise en œuvre de ces programmes de développement de 145 territoires dans sa phase 1? Comment explique-t-il que les ouvrages soient encore à ce jour inachevés, soit non construits, bref, non livrables à la population? Est-ce un problème de financement ou de détournement des fonds? Quel est le niveau d'exécution du PDL 145 territoires en RDC, plus particulièrement dans la province de la Mongala? Pendant plus ou moins 2 ans et demi, combien d'infrastructures scolaires, sanitaires et bâtiments administratifs prévus, à savoir 13 pour Bongandanga, 10 pour Lissala et 8 pour les trésors de Bumba, ont été réalisés et remis aux bénéficiaires? Dans sa réponse, le ministre en charge du plan a évoqué un taux d'exécution financière de 58,49% contre un taux d'exécution physique de 32,48% sur tous les chantiers de la République qui comptent déjà 518 écoles construites sur le 1198 prévus et 59 bâtiments administratifs érigés sur le 145 prévus. La situation de la mise en œuvre sur le plan physique se présente comme suit. Sur le 1198 écoles prévues, 518 sont achevées, soit 43,23% de taux d'achèvement. Pour le centre de santé, sur le 787 centres de santé prévus, 276 centres sont achevés, soit 35% de taux d'achèvement. Sur les 145 bâtiments administratifs prévus, 59 sont achevés, soit 40,69% de taux d'achèvement. Le taux d'exécution physique moyen est de l'ordre de 32,11%. Le rapport d'état d'avancement des travaux fait état d'un déphasage entre le taux d'exécution physique et les taux d'exécution financière des différents marchés. Les causes de retard observées.
Au-delà des problèmes d'ordre logistique liés à l'éparpillement des chantiers situés dans les zones enclavées à desservir essentiellement par des voies navigables et par des routes impraticables, cette situation s'est traduite par un retard dans l'exécution des travaux qui fait suite à un déficit managérial dans le chef des entreprises. Concernant maintenant la province du Nord Kivu, les deux territoires sont occupés par les forces négatives du M23, comme vous le savez. Parmi les raisons du retard constaté dans l'exécution de travaux du PDL 145 territoires, le ministre Guilan Yambo a évoqué en premier lieu le début tardif de travaux intervenus en 2023, alors que le lancement réel du PDL 145T a eu lieu en 2021. Il a évoqué ensuite la situation sécuritaire précaire dans certains territoires, ainsi que le vol de matériaux destinés à ces travaux. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Du plan et de l'aide au développement, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Alexis Guissaro Mouvouni, est venu également répondre aux questions orales avec débat lui adressées par les députés nationaux Kambale Massavouli Eli, Loutalamoutiki Trésor et Mikindo Muhima Rubens en rapport avec la problématique des infrastructures routières en RDC. Le cas du tronçon Bukavu, Mwenga, Kamituga, Kitutu et Kasongo, l'abandon de travaux de construction routière déjà lancés à l'instar du tronçon Kisangani, Komanda et Beni, l'impraticabilité de routes stratégiques menant au front en cette période où la République démocratique du Congo fait face à une guerre injuste d'agression lui imposée par le Rwanda. Concernant l'arrêt inattendu des travaux de construction des tronçons routiers Beni, Kasindi Beni, Beni, Butembo, et c'est au Nord Kivu. Et également Kisangani, Komanda Beni, reliant ainsi les provinces de la Chopo, de l'Ituri et du Nord Kivu. Quelles sont les clauses contractuelles du contrat signé entre le gouvernement congolais ougandais et l'entreprise d'autres services? Il est triste de réaliser que les enjeux de l'office des routes chôment sur place à Walikale alors qu'il y a des routes qu'il faut construire. Pourquoi ne pas utiliser ces engins pour commencer à réhabiliter et entretenir la route Walikale-Massissi dès demain par exemple? Nous avons vu un document signé par les ministres des ITPR adressé au DG de Sicomine avec toute une liste de quelques routes à réhabiliter. Nous avons vu même quelques instituts supérieurs sélectionnés. Nous avons vu même, Monsieur le Président, la réhabilitation, la construction de quelques terrains de foot. C'était sur base de quels critères qu'il avait sélectionné des écoles, des instituts supérieurs, des terrains de foot à la place de routes et surtout une route qui était promise par les chefs de l'État pendant sa campagne. Pour sa défense, le ministre d'État, ministre aux ITP, s'en est remis aux élus nationaux, autorités budgétaires, pour faire respecter la répartition et le décaissement du budget alloué à chaque ministère en sollicitant une maximisation du budget alloué à son ministère au vu du nombre de routes prioritaires à construire et à réhabiliter. Il a par la même occasion relevé le fait que certains travaux d'infrastructures routières sont commis à d'autres ministères sans l'appui technique du ministère des ITP. Je voudrais opportunément me servir de cette tribune pour faire un plaidoyer sans complaisance afin d'attirer votre attention en qualité d'autorité budgétaire sur l'inadéquation de l'affectation des crédits budgétaires face au déficit criant de connectivité routière auquel est confronté notre pays, eu égard à sa dimension de sous-continent. Ne dit-on pas que la route du développement passe par le développement de la route? Ou encore, là où passe la route, le développement suit. Cette réponse a laissé cours à plusieurs autres questions en rapport avec la mauvaise qualité de routes construites par les Chinois en RDC. Je voudrais poser une question ici, honorable président. Puisque nous l'avons appris ici que cette route Kananga-Kalamambouji a été placée sous le financement du Sicomine. On nous a appris que pour la première étape, 40 millions ont été décaissés. À Kananga, le ministre des ITPR a annoncé à la population que cette route devrait prendre plus ou moins 32 mois. Honorable Président, je voudrais ici que le ministre nous explique par quel mécanisme cette route pourra se terminer en 3 ans, puisque nous savons tous que le Sicomine dispose pour toute la RDC 300 millions
par an et que le coût total de cette route Kananga-Kalamambouji, c'est pratiquement 300 millions. La ville de Kinshasa est devenue un éléphant mort qui mérite guérison. Et à regarder de fond, la ville province de Kinshasa ne se développera jamais tant qu'elle n'a pas été démembrée. Je propose qu'au lieu de regarder le seul gouverneur de la ville, réfléchissons comment on peut avoir 4 mairies dans la ville de Kinshasa. Et ces 4 mairies, comment les répartir? Un Mukongo à la tête d'une mairie, un Mungala à la tête d'une mairie, un Moussouaïl à la tête d'une mairie. Est-ce que notre ministre des ITPR peut nous dire aujourd'hui, quand il lance les travaux des différents tronçons, lorsqu'il pose la première pierre pour lancer les travaux, est-ce qu'il a déjà avec lui une enveloppe pour financer tous ces travaux, ou bien il donne juste un mot d'ordre, comme lui-même l'avait dit ici lorsqu'il va se rendre à Mwenga ou à Chabunda? À son arrivée, il donnera un mot d'ordre et les travaux vont commencer. Pour finir, les élus nationaux qui n'ont pas épuisé leurs préoccupations ont fait des recommandations au ministre d'État, ministre aux ITP, afin d'améliorer son secteur. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. La plénière de ce mercredi a examiné en dernier de sa série la question orale avec débat adressée au ministre de Mines par les députés nationaux Lutula Moutika Trésor au sujet de la problématique du secteur minier, de l'exploitation minière et du respect de cahiers de charges par les sociétés minières dans la province du Sud Kivu en général et dans le territoire de Mwenga, Chabunda et Fizi en particulier. Voudrez-vous nous dire concrètement quels sont les permis d'exploitation en cours au site Kivu en général et à Mwenga, Fizi et Chabunda en particulier, ainsi que l'air titulaire? Y a-t-il ou non des cas d'amodiation? Si oui, monsieur le ministre, c'est entre quelle entreprise et pour quel titre minier? Que fait le ministre de Mines pour l'encadrement et la promotion de l'exploitation artisanale par les communautés locales? Sur base de quels faits positifs le ministre de Mines ici présent avait autorisé la poursuite de l'exploitation minière au site Kivu, malgré les rapports de l'Assemblée nationale dans la législature passée des récentes nominations à la tête de la société primaire Gold? Que pense le ministre de Mines de la violation des articles 110 du Code minier par la suite de la superposition des permis de recherche de RATERS sur les zones d'exploitation 479 et 498 en territoire de Fizi? Le ministre de Mines, Kizito Pakapomba, a étalé aux députés nationaux les difficultés rencontrées dans ce secteur capable d'améliorer les conditions de vie de population, mais qui fait malheureusement face à la violation de l'ordre établi, la prolifération d'exploitations illégales par les sociétés étrangères, les intimidations de services de l'administration minière par les forces de l'ordre commis à la protection de carrés et périmètres miniers. L'exploitation minière dans le sud Kivu, en particulier dans les territoires susmentionnés, devait être une source importante de revenus pour le pays, mais malheureusement, elle présente également des défis considérables, notamment en matière de régulation, de sécurité et de respect des normes environnementales et sociales. Ces zones attirent à la fois les entreprises industrielles et les exploitations artisanales. Cependant, la cohabitation entre ces deux modes d'exploitation entraîne souvent des conflits d'intérêts, surtout en raison des ressources limitées des terres et de la forte demande locale d'emploi. Pour ce territoire, il y a lieu de noter que nous comptons 15 entreprises minières, 11 permis d'exploitation, 26 permis de recherche et 2640 carrés miniers ventilés selon la carte mise à votre disposition et le tableau qui est associé. De ce fait, le respect des textes infrangibles relatifs au cahier des charges, à la redevance minière et à la dotation des 0,3% minimum du chiffre d'affaires pour les projets de développement communautaire et pour les communautés impactées est suivi sans compromission. Marqué par toutes ces révélations aux allures invraisemblables, le président Vital Kamerhe a plaidé pour le retour de la police de mines en lieu et place de forces de l'ordre et pour la tenue des états généraux des mines.
Il a en outre témoigné son soutien aux patrons de mines pour le retrait de certificats aux exploitants illégaux. Mais ce qu'on vient de nous décrire ici, la présence des Chinois dans tous les sites, la présence même des Somaliens. Quand vous quittez Bunia, vous allez à Kisangani par route, vous allez être scandalisé. Même des stations d'essence pirates tenues par des étrangers. Mais malheureusement, sous la protection des éléments et de la garde républicaine et des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police. Dans le Haut-Katanga, là, c'est devenu carrément la règle. Il y a même des généraux qui donnent des autorisations d'accéder dans les sites miniers. Comment voulez-vous que ça avance? Tout le monde regarde le président de la République. Non, nous tous, nous avons chacun, à un niveau donné, une responsabilité. On doit remettre de l'ordre et l'ordre commence par la refondation de l'État. C'est pas normal. Messieurs les ministres, nous vous encourageons à retirer les titres à tous ces exploitants illégaux et que la police puisse vous aider, la direction générale des migrations, les forces armées, les gouvernements de province puissent vous aider à appliquer vos mesures, que la police des mines revienne dans les zones minières, puisque telle est la loi. Les militaires ne doivent pas être dans les zones minières, c'est la police des mines. Après plus de 11 heures de débat général, à la suite duquel sont intervenus les membres du gouvernement pour rencontrer les préoccupations des élus nationaux, les auteurs de ces questions, quoique insatisfaits, ont tous livré des recommandations allant dans le sens de l'amélioration de leurs secteurs respectifs, notamment en ce qui concerne la matière en rapport avec leurs questions orales. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.